Bonjour à tous. Je voudrais simplement bien vérifier que tout se fonctionne bien au niveau de la vidéo, que vous nous entendez bien et qu'on n'a pas de soucis sur le chat et les autres éléments. Donc, les questions-réponses, on affiche bien ça. Et est-ce que vous voyez bien l'écran? Quentin, tu peux confirmer ça? Oui. C'est bon, ok, très bien. Donc, nous voici sur ce webinaire qui va expliquer un peu ces concepts du low-code et du no-code. Je suis en partenariat avec ce webinaire avec Quentin de Warren Walter. Donc, on va se présenter et donc nous allons voir un petit sommaire de ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est la présentation. On va discuter un peu des technologies low-code et no-code, faire un peu la différence entre les deux. Et puis après, surtout, des retours d'expérience, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est comment on a quelques exemples de projets qui sont faits là-dessus. Et bien sûr, les questions-réponses, parce qu'un webinaire, ça doit être interactif. Sinon, on peut regarder une vidéo, hein, c'est tout aussi bien. Mais le but, c'est justement de pouvoir interagir et de pouvoir poser des questions et à la limite de faire des objections aussi. On est tout à fait intéressant dans ce domaine-là et pour qu'on puisse bien sûr discuter de ce sujet. Alors, je vais commencer puisque je suis un des animateurs de ce webinaire. Moi, je suis Olivier Picciotto. Je suis en fait le fondateur de Convertigo, donc un éditeur de logiciels sur la plateforme Convertigo, qui est une plateforme low-code et no-code. On a une petite particularité, c'est que nous sommes une plateforme open source. Quentin, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Quentin Giard. Donc je suis CIO de l'entreprise Warren Walter. Nous sommes une ESN accompagnant plutôt différentes entreprises dans leurs projets digitaux à toutes les étapes, qu'ils soient B2B, B2C, B2 employés. Warren Walter est partenaire de Convertigo maintenant depuis 3 ans. Chez Warren Walter, nous croyons aux technologies low-code et no-code qui vont vous être présentées dans ce webinaire, auquel je suis très content de participer. Selon moi, les technologies low-code et no-code nous permettent de passer plus de temps avec les métiers pour comprendre au mieux leurs réels besoins. Je vais laisser la parole à Olivier pour vous présenter les deux technologies. Merci, Quentin. Alors, donc, Alors, donc on va simplement expliquer déjà c'est quoi le low-code, puisque vous avez peut-être entendu parler de ce mot-clé dans la presse, parce que ça commence à devenir assez, disons, tendance. L'idée, c'est simple, c'est low, ça veut dire on programme moins pour le même résultat. Alors, c'est ça le but, c'est-à-dire moins programmer pour arriver au même résultat de ce qu'on fait d'une manière classique aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, on évite la complexité technique et on se concentre sur le métier. Finalement, Quentin le disait tout à l'heure, le métier, c'est ce qui est le plus important. Ça veut dire à quoi sert l'application. Savoir qu'il faut faire du Java, des choses compliquées, avec utiliser des technologies diverses et derrière, ou du Swift ou du Kotlin ou des machins, c'est pas tellement important en fait. Ce qui est important, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on donne comme valeur métier aux clients. Et donc, ça nous permet justement de passer plus de temps sur le fonctionnel. Alors, on va utiliser ça avec des outils drag and drop de design. Bon, c'est pas nouveau, on a déjà fait ça depuis longtemps. Ce qui va changer, c'est qu'au lieu de faire ça et d'arriver sur des technologies un peu limitées, on peut arriver sur vraiment des applications extrêmement développées dans ce domaine-là. Moins j'écris de code, moins en fait on a de maintenance. C'est ça le principe aussi. On baisse non seulement le coût de développement de l'application, mais on va aussi baisser le coût de la maintenance de ce qui va derrière. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Et encore une fois, il y a pénurie de développeurs. Ça, Quentin, tu peux, tu peux me le confirmer. C'est pas facile, il y a pénurie de développeurs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, oui, on peut envoyer ça, on peut sous-traiter ça dans des pays où il y a beaucoup de développeurs, mais on perd beaucoup en agilité, on perd beaucoup en qualité, on perd beaucoup sur vraiment le fonctionnel à obtenir. Ça serait quand même beaucoup plus intéressant d'obtenir le même résultat avec moins de développeurs. Et encore une fois, c'est ça le but du low-code. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'idées préconçues parfois sur ce low-code. On va être là un peu pour en discuter. Alors, voilà un petit exemple. Un écran, à gauche, une vision plutôt graphique du low-code de comment c'est. À droite, la quantité de code que j'aurais dû écrire pour arriver à peu près à la même chose. Alors, on a un petit peu triché, j'avoue. On a mis des caractères très, très petits sur la partie classique. Évidemment, c'est un peu exagéré. Mais par contre, la quantité est à peu près, c'est respecté, ça.
Et vous imaginez donc le travail qu'on fait en moins, quoi. C'est assez évident. Faire ce qu'on voit à gauche, je prends moins de temps de ce qu'on fait à droite. C'est aussi simple que ça. Alors, par contre, le no-code, donc c'est ça, un autre concept, c'est ce qu'on appelle une vision encore plus nouvelle qui arrive, parce que le low-code, on en parle depuis 4 ou 5 ans. Le low-code, on en parle beaucoup depuis 2 ans, en fait, depuis 1 an et demi à 2 ans. Ben, en fait, ça, c'est zéro code à écrire. Ça veut dire qu'on n'écrit rien. Ça veut dire qu'on n'a besoin d'aucune compétence technique pour faire quelque chose. Et on peut vraiment développer certaines applications sans coder, sans formation, sans dépendance aux équipes techniques. On fait un peu le rêve de tout ce qu'on peut imaginer. Bien sûr, en voulant faire des choses de ce type-là, on va être un peu plus limité que si on voulait faire une application totale. En low code, ça veut dire ce qu'on a vu tout à l'heure, je peux pratiquement écrire une application comme Instagram ou comme l'application que je vais vous montrer tout à l'heure d'un de nos clients, une application extrêmement sophistiquée où on ne peut pas imaginer une seconde qu'on l'aurait écrite en low code. Par contre, en no code, on va faire des applications beaucoup plus simples qui vont, par exemple, se limiter, en tout cas, on a montré ce que je vais vous montrer, sur, par exemple, des applications de type formulaire. Mais quand on s'aperçoit que des applications de type formulaire, c'est pratiquement 70 à 80% des applications qu'on peut trouver dans des applications métiers classiques dans une entreprise, c'est déjà pas mal de pouvoir créer ces applications-là sans avoir à coder. Et c'est bien ça qu'on va montrer tout à l'heure. OK. Donc, voilà un petit exemple, alors là, de no-code. Donc là, vous voyez, c'est drag and drop, on met des applications et on pourrait faire directement des choses. On va avoir une vraie application après totale de ça. Mais c'est pour vous montrer encore une fois, c'est quand même plus facile de drag and dropper un petit truc là-dessus que d'écrire tout ce qu'on trouve à droite dans le code classique. Bon, ça semble assez évident. Alors là, c'est une courbe que nous avons sortie de Google Trends qui montre un peu les recherches faites sur le domaine. Vous voyez que cette courbe-là, à partir de janvier 2016, le trend, c'est enfin, la courbe de requêtes a commencé à augmenter. Et donc ça monte toujours. Alors, il n'y a pas de mystère. Pourquoi ça monte? Parce que tout le monde s'intéresse au problème. Augmenter l'agilité, tout le monde veut faire ça. Diminuer les délais de livraison, tout le monde veut faire ça. Combien de fois, alors ça peut-être, Quentin, tu pourras peut-être témoigner là-dessus, mais combien de fois on a développé des applications qu'on a livrées aux clients et que finalement, le jour où on l'a développé, le client n'avait plus besoin en fait. C'est arrivé ça déjà. Nous, on a vu des clients comme ça en tout cas, c'est arrivé chez nous. Pas avec Convertigo, mais avant nous en tout cas. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Le fameux ROI, donc bien sûr, moins on investit pour faire une application, plus le ROI est efficace, évidemment. Et on en a parlé tout à l'heure de la diminution des frais de maintenance. Alors ça, par contre, c'est le no-code. Encore une courbe Google Trends que nous avons sortie. Et regardez, c'est assez rigolo. Nous avons corrélé cette montée du no-code avec en fait la crise du Covid, en fait. Et on voit, alors vous savez, bon, vous allez me dire, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut, mais nous avons été nous-mêmes surpris de voir qu'il y a eu une montée de la demande de no-code depuis le premier confinement. Alors, il faudrait refaire l'étude pour voir si ça se confirme et qu'on voit par exemple une deuxième montée à partir du deuxième confinement. Mais en fait, ça démontre bien qu'on est confronté globalement à un problème grave aujourd'hui, c'est qu'il y a les budgets qui diminuent, il y a les temps de réalisation qui diminuent, et il faut continuer quand même à digitaliser. La digitalisation est un de nos saluts pour l'entreprise, pour l'agilité de l'entreprise. Et ça, je pense que ça intéresse tout le monde. De toute façon, toi, je pense que tu as pas mal de demandes dans ce domaine-là, je pense, Quentin, non? Pour tout à fait. la digitalisation. Tu as des clients qui m'ont dit qui ont des centaines d'applications à digitaliser, mais qui n'arrivent pas à faire la backlog, quoi, par exemple. Ce qu'on remarque en fait assez nettement, c'est une DSI qui a sa taille, qui est ce qu'elle est, et qui, des fois, a un métier qui est débordant d'idées, ou un marketing qui est débordant d'idées, et une DSI qui a un budget contraint. Et dans la crise que nous vivons aujourd'hui, clairement, les budgets sont clairement contraints. On ne sait pas si 2021 va être
à budget constant, je pense, dans la direction de nos clients. Et c'est vrai que ça amène à clairement avoir des réflexions sur la manière de concevoir nos réalisations aujourd'hui. Voilà, donc voilà d'où l'intérêt qu'on a là-dessus, sur ce domaine-là. Alors, nos analystes préférés. Donc, voilà, on a cité, alors vous savez, les analystes, c'est un peu comme les gens qui font des prédictions pour savoir si. c'est un peu Nostradamus, mais bon, ils ne se trompent pas tout le temps quand même. Hein. Parfois, ils ont des choses vraies. Alors, encore une fois, on ne peut pas prendre ça comme argent comptant, mais c'est une tendance. Et voilà, donc l'idée, c'est voilà, ce que dit Gartner sur les applications low-code. C'est clair que ça adresse un vrai besoin d'entreprise. Et donc, voilà, eux, c'est leur prévision. 65% des applications seront faites en technologie low-code en 2024. Bon, ça sera peut-être 60, ça sera peut-être 70, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Alors, pour le no-code, là, c'est un autre cabinet, qui est le cabinet Forrester, qui dit que, alors ça, c'est un autre truc, alors, ça nous intéresse, nous, Convertigo, ça intéresse aussi des acteurs qui tournent autour du no-code, mais que ce marché va grandir à être quelque chose comme 3,8 milliards de dollars en 2022. Voilà, bon. Qui était soi-disant de 3,8 milliards de dollars en 2017 et qui va monter à 21 milliards de dollars en 2022. Bon, je les trouve bien optimistes, mais encore une fois, ça montre que tout le monde commence à s'intéresser à ce problème-là. Alors, nous, comme acteurs, on verra qu'on n'est pas les seuls acteurs dans ce domaine-là. Vous irez voir, bon, sans doute, des grands acteurs, les GAFAM se sont intéressés à ça. Vous avez peut-être vu quelques annonces, par exemple, bon, Amazon a fait une annonce dans ce domaine-là, Google a fait une annonce dans ce domaine-là. On va voir que toutes ces annonces montrent que tout le monde va aller bien dans une technologie no-code. Après, faut-il savoir quelle technologie no-code s'adapte correctement à ce qu'on veut faire dans nos métiers et surtout en entreprise, parce que tous ces produits-là ne sont pas spécialement des produits entreprise. On va voir qu'est-ce qui est important pour un produit entreprise et surtout dans quel piège il ne faut pas tomber dans ce genre de produit. Donc ça, c'est justement la suite de ce qu'on va faire d'ailleurs. Encore une fois, toujours pour montrer cet usage, c'est que au tout début du low-code, on voyait ça vraiment comme quelque chose qui faisait au sein d'un petit workgroup, en fait, une petite équipe qui devait faire des petites applis pour quelques personnes dans une entreprise. Un peu comme si on faisait une petite appli. Vous savez, il y a des années, on faisait des applis Access, vous vous rappelez, des petites applications codées, non pas par l'informatique, mais par des utilisateurs un peu avertis qui faisaient leurs propres applications. Mais ce problème-là, c'est que les applications ne pouvaient jamais sortir de leur groupe de travail puisqu'elles étaient non maintenables, elles n'étaient pas scalables, on ne pouvait pas les multiplier, et surtout, elles étaient fonctionnellement extrêmement réduites sur des technologies relativement anciennes. Ce qui se passe, c'est que ce concept-là, maintenant, on peut l'amener à un niveau beaucoup plus haut. On peut l'amener carrément au niveau entreprise. On peut avoir des groupes de travail qui ont fait des petites applications dans l'entreprise, mais en technologie moderne, ce qu'on va avoir aujourd'hui, donc dans technologie complètement moderne, scalable, qui peut se mettre sur des clouds, qui peut rencontrer des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs, et surtout maintenable. Et c'est ça qui change énormément par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Voilà. Et c'est cette chose-là. Donc c'est pour ça que le low-code arrive vraiment carrément au niveau de l'entreprise maintenant. Le no-code, on l'a dit, nous pensons beaucoup au no-code pour toutes les applications de type formulaire ou applications de consultation de données. Voici quelques exemples d'applications qu'on pourrait faire, de redemander les avis clients ou faire des demandes de congés dans une entreprise ou formulaire de déplacement. Toutes ces applications-là peuvent être entièrement faites en no-code. Ça veut dire des gens qui connaissent le métier mais qui n'ont absolument aucune connaissance informatique. Ils savent exactement ce qu'il faut mettre comme champ dans leur formulaire, mais ils ne savent pas du tout le coder. Et je pense qu'aussi là-dessus, tu as une petite idée là-dessus, Quentin, c'est que passer des heures de développement pour coder des formulaires, c'est bien dommage, quoi, en fait. On n'a plus à faire ça de nos jours, je crois. Hein. Franchement, c'est ça le principe. Et donc, pourquoi pas intégrer ces formulaires-là dans des applications plus complexes? Ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire en no-code. Vient un problème majeur de toutes ces plateformes, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait des applications, on peut les diffuser, mais est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce qu'elles vont fonctionner d'une manière complètement déconnectée du système d'information? C'est là le problème.
Et c'est ça que toutes les plateformes ne sont pas forcément équivalentes à ce niveau-là. On a parlé des plateformes, par exemple, des GAFAM, qui sont très intéressantes, mais elles sont un petit peu hors sol et déconnectées du SI, en fait. Et ce qu'on veut montrer dans une entreprise, c'est qu'on doit s'intégrer avec le SI. Il faut pouvoir s'intégrer avec, par exemple, le système d'authentification de l'entreprise. Si j'ai, par exemple, un réseau d'entreprise qui est resté, par exemple, sur, je veux dire, une technologie qui s'appelle Active Directory, qui est le système d'authentification de Microsoft que 80% des entreprises utilisent aujourd'hui, il faut que pour utiliser l'application, je puisse utiliser mon même utilisateur et mon même password que sur mon application, mon réseau local. Ça, c'est une intégration entreprise. Ou bien, quand j'ai pris une demande de congé, j'ai fait un beau formulaire, mais cette demande de congé, elle doit finir dans mon système HR de l'entreprise. Elle doit rentrer dans l'ERP, par exemple, qui est derrière pour que je puisse gérer les payes, et ainsi de suite. Donc, l'intégration de ces formulaires avec le back-end est juste indispensable. Et c'est pour ça que le low-code d'avant, il y a 10 ans, 15 ans, était complètement hors sol. Ce qu'on veut faire maintenant, et ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est du low-code et du no-code connecté au système d'information. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va parler de quelques petites idées reçues que je voudrais quand même un peu démonter, puisque voilà, c'est un problème qu'on a certains ont eu. Pour promouvoir un peu ce genre de technologie dans l'entreprise, on va avoir des détracteurs qui vont dire « Ah oui, mais je ne peux pas faire l'application que je veux ». Alors ça, ce n'est pas vrai. Ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes qui sont un peu contraintes, d'autres qui sont beaucoup plus ouvertes. Je ne vous dirai pas dans quelle catégorie se passe Convertigo. Vous avez bien compris qu'on n'est pas dans la première. Voilà. Aussi, un truc, ah oui, mais comme je n'ai pas programmé avec le langage officiel de la plateforme, du mobile et tout ça, je n'aurai pas la bonne fluidité, je n'aurai pas une bonne ergonomie, je n'aurai pas un bon ressenti utilisateur. Non, 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 non. Ça, c'était avant. Maintenant, ce n'est pas du tout le cas. On peut arriver à des qualités d'interface utilisateur tout à fait impressionnantes au niveau animation, au niveau fluidité d'utilisation, même en low-code. Ce n'est pas du tout un problème. Ah oui, mais si je fais du low-code, je ne vais pas pouvoir accéder, par exemple, à la caméra, ou je ne peux pas utiliser au GPS, par exemple, de mon application mobile, ou tiens, moi, j'ai une caisse enregistreuse, je dois me connecter avec une imprimante Bluetooth qui fait… Non, encore une fois, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on fait du low-code qu'on est coincé dans un environnement. On peut très, très bien intégrer des choses qui viennent derrière. Je vais vous montrer dans une démo tout à l'heure. Un autre point aussi qu'on dit, ah oui, mais le low-code, ça veut dire que je vais m'enfermer dans une entreprise avec une technologie non standard. Ce n'est pas standard le low-code. C'est vrai, ce n'est pas standard, c'est vrai, c'est possible. Ce n'est pas aussi standard que Java, c'est vrai, ou que Swift, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut de l'efficacité, on veut délivrer, on veut aller beaucoup plus vite. Et ce côté standard de la chose n'est plus vraiment le vrai critère. Mais encore une fois, il y a des différences entre deux types de plateformes. Des plateformes fermées, propriétaires, qui sont vraiment basées sur quelque chose d'extrêmement propriétaire. Et par contre, des plateformes ouvertes, qui, elles, sont basées sur les standards, qui, elles, sont basées sur les choses les plus connues du monde informatique, par exemple, je sais pas moi, Kubernetes sur la partie back-end, Angular sur la partie front-end, des choses comme ça. Et en plus, certaines de ces plateformes sont open source, justement. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ce côté non standard est fortement atténué par ces variations dites open source et des choses comme ça. Donc, nous croyons beaucoup à cette chose-là, là-dessus, qu'on puisse vraiment ouvrir des plateformes low-code. Et bien sûr, alors ça, c'est un point sur lequel on peut débattre un peu, Quentin, tu as peut-être une idée là-dessus, c'est ne valorise pas les développeurs parce qu'ils développent moins. Alors, c'est vrai, ils développent moins, mais ils développent plus en fait. Ils font moins de travail pour délivrer plus. Et surtout, ils peuvent plus s'exprimer au niveau du fonctionnel, je pense. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Oui, tout à fait. C'est que, comme tu le disais bien, la valeur d'une réalisation, elle n'est pas dans la technique, mais c'est le fonctionnel qui a de la valeur, en fait, dans ce qu'on réalise. Donc, c'est vrai que voilà, le métier de développeur, de toute façon, va sans doute pivoter dans les années à venir autour de ça, c'est sûr. Ouais.
Alors, encore une fois, ça dépend aussi des plateformes. Certaines plateformes permettent aux développeurs de se faire plaisir quand même, hein. Alors, il y a eu quelques articles. Le low-code est-il la mort du développeur? Et ainsi de suite. Non, ce n'est pas du tout la mort du développeur. C'est simplement que le développeur peut s'exprimer et concentrer son travail sur quelque chose d'autre que coder 100 fois le même formulaire, quoi. Voilà, c'est très simple. Et que justement, il va plutôt se concentrer sur des choses complexes que lui seul peut faire et que sur la valeur métier qui est derrière. Alors, le no-code aussi. Alors, vous voyez une petite BD qu'on a sortie du journal Programmé, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ce journal-là. Alors, je ne sais pas, il n'est peut-être pas très lisible, mais vous pouvez voir un peu. Alors, c'est bon, c'est une équipe de la DSI qui, gentiment, se moque d'un chef de projet qui a développé toute son application lui-même en no-code. Et puis, à la fin, il arrive, ah oui, mais la super feature qui est importante sur mon projet, ben justement, mon outil no-code ne peut pas le faire. Résultat, je devais être obligé de recoder toute mon application. Et donc, il y a la DSI là à côté qui est en train de se marrer, qui se dit, bon, on va attendre, on va le laisser mariner un peu rien que pour nous faire plaisir. Alors ça, c'est vraiment très exagéré parce que ça dépend des outils no-code, justement, encore une fois. Certains, justement, permettent, même avec un développement qui a été fait en no-code par une équipe projet, on peut étendre ces outils no-code avec du code standard ou même du low-code derrière. Et encore une fois, il ne faut pas se tromper de plateforme. Il y a des plateformes qui peuvent le faire et des plateformes qui ne peuvent pas. Donc, cette BD-là est assez fausse pour nous, en tout cas dans le contexte Convertigo. Sur d'autres produits, ça peut être une réalité. Il faut, faut voir. Donc, voilà un peu sur ces aspects low-code et no-code. Mais après, donc, il vraiment comprendre c'est quoi le retour d'expérience dans ce domaine-là. Merci Olivier. Donc, comme je disais, chez Brian Walter, on a collaboré avec de multiples acteurs et nous voulions aussi vous présenter notre retour d'expérience et notre vision avec et sans technologie low-code, no-code. Ce que nous avons clairement constaté, c'est que même avec une méthodologie projet type agile ou safe, nous passons beaucoup de temps à réaliser techniquement les applications. Nous consacrons en moyenne 90% de notre temps à la réalisation et 10% de notre temps avec les métiers. Ce manque de temps à accompagner les métiers pleinement pénalise la compréhension et la validation du spectre fonctionnel précisément. Nous remarquons également que souvent, le sujet de l'adoption des outils par les métiers est un peu la dernière roue du carrosse, en fait, parce qu'elle arrive clairement en bout de chaîne. Grâce à la stratégie low-code, no-code, ce que nous remarquons, c'est que d'une part, cela réduit les délais sur la réalisation, car en effet, comme l'explique Olivier, la valeur d'un projet est avant tout sa compréhension, son expérience utilisateur et son adoption. La technique n'est pas une fin en soi. Deuxièmement, passer plus de temps avec les métiers, c'est donc mieux comprendre leurs attendus et surtout valider le spectre fonctionnel avec des méthodologies éprouvées comme le design sprint. Voilà. Les obligations aussi, d'un point de vue accessibilité numérique, vont aussi nous poser des questions sur la manière de réaliser nos projets à budget contraint, ce que j'avais un petit peu évoqué, comment dire, au début de notre webinaire avec Olivier. Et il faut aussi penser que l'adoption des outils par l'ensemble des personnes qui vont utiliser l'application réalisée est clairement un enjeu. Voilà, c'est souvent un sujet de bout de chaîne de projet, mais sans adoption, tout ce qu'on a réalisé auparavant, potentiellement peut être, comment dire, jeté si une adoption n'a pas été bonne. Donc, la formation, le support, l'accompagnement des personnes qui vont potentiellement avoir une journée aussi de travail différente qu'auparavant, c'est tout cet écosystème-là qu'il faut des fois revoir avec les métiers, avec les techniciens qui vont utiliser les applications, les commerciaux qui vont utiliser les applications qui vont découler de ces réalisations. Voilà, je te laisse la parole, Olivier. Oui, mais par exemple, le problème de l'adoption, si on peut faire une petite idée, moi, c'est pour ça que je reviens sur ce cas-là. Un des problèmes d'adoption, c'est parfois les projets qui sont délivrés trop tard, en fait. Ça veut dire que le jour où ils doivent utiliser l'application, ils n'en ont plus besoin, en fait. Le nombre de projets que j'ai vus dans ma carrière d'avant le low-code, c'était vraiment ça, quoi. On développe l'application, l'application arrive avec 3 ans de retard, là, ils disent c'est fini, la guerre est terminée, là. On n'a plus besoin de l'appli, en fait.
C'est ça qu'on peut vraiment changer. Enfin, de nos jours, il faut vraiment pouvoir réagir en temps réel aux besoins des métiers, quoi. Et c'est ça C'est ça, les métiers ne comprennent plus. Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans la poche, on est tous ultra connectés. Les métiers ne comprennent plus qu'une réalisation doit prendre autant de temps, que doit prendre potentiellement 1 an, voire 2 ans, en fait. Même si on est dans une méthodologie type agile, les réalisations prennent trop de temps. Oui, même si la méthodologie a changé, on est bien d'accord, hein. Oui, bien Même si sûr. la méthodologie de projet de la réalisation a changé. Ouais. Je passe. Alors, ça, alors, par contre, c'était. Oui, alors, ce slide est un peu en trop, excusez-moi là-dessus, on arrive sur ce point-là. Donc, alors, trêve de blabla, comme on dit, passons aux choses visibles. Donc, la première chose, je voudrais vous démontrer une application dite low-code qui a été réalisée pour un de nos clients. Vous allez reconnaître le logo de ce client-là. Mais c'est pour démontrer la complexité de l'application et surtout sa capacité ergonomique à travailler. Et donc dire que ce n'est pas parce que c'est du low-code qu'on baisse la qualité de l'application, parce que c'est pour enlever cette fameuse idée reçue, hein, dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vais simplement enlever voilà, hop là, hop, et je ne sais pas si vous voyez mes écrans. Et là, vous allez voir Oups, je dois simplement. J'ai quelques applications. View. Et là, nous avons. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc c'est une application qui fonctionne sur mon smartphone. Qui est, alors là, je vous le montre, hein, simplement, voilà. Donc, c'est simplement en contrôlant mon smartphone, vous avez une copie en temps réel c'est ma façon de projeter l'application, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est l'application d'un de nos clients, bon, vous avez reconnu, qui leur permettent de faire la vente en magasin, là derrière. Donc, ils ont donc accès à tout le catalogue produit de l'application. Et donc là, vous voyez la fluidité de l'application qui est derrière. Donc ça, c'est vraiment du temps réel, hein. Ce n'est pas une démo fake, hein, c'est vraiment du vrai, qui nous permet vraiment d'aller chercher ces données. Donc c'est comme ça qu'ils vont contrôler. Là, on fait des appels directement au stock. Vous voyez ici les petits 6 là, c'est les nombres de produits en stock qui sont derrière. Vous imaginez donc que cette application-là, elle n'est non seulement elle est donc graphique, elle est visible, mais vous imaginez qu'elle est bien sûr intégrée au système d'information qui est derrière, hein, parce qu'en fait, il faut donc bien sûr aller chercher le stock quelque part. Les prix aussi, ils sont partis quelque part, d'accord. Donc toutes ces choses-là, donc, sont des choses qui sont bien sûr intégrées au système d'information qui est derrière. Autre chose, par exemple, la capacité de mettre ce qu'on appelle le scanner de produit, voilà, donc de pouvoir scanner un code barre. Bon, j'ai pas de produit à scanner, mais ça, directement, ça nous permet de faire de ces fameux scans. Encore une fois, c'est pas parce qu'on fait du low-code qu'on n'est pas capable d'intégrer des périphériques, par exemple la vidéo du périphérique. Alors, pour donner un petit exemple de ce projet-là, l'application était déjà faite d'une manière assez classique avant, en technologie codage classique. Okay, donc, avec voilà, je crois que c'est des applications Android, je crois, donc c'était ce qui est fait de cette manière-là. Le premier projet a mis 3 ans à développer cette application. Voilà, parce que c'est compliqué, il y a 80 écrans, il faut donc aller loin, enfin, c'est un peu compliqué, des intégrations avec tout ce qui vient derrière. Le client en question a voulu faire une nouvelle version de l'application sur des nouvelles plateformes, supporter de nouveaux devices. Et dans ce cas-là, malheureusement, il a fallu redévelopper l'application. Et au lieu de la redévelopper de manière classique, ils l'ont redéveloppée en low-code, avec un gain de productivité énorme, puisque les 3 ans se sont transformés en 8 mois. Donc, ça vous donne un petit exemple de truc. Ah oui, quand je vous dis 3 ans, c'est 3 ans avec une équipe de 4 développeurs, transformé en 8 mois un développeur. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié ce petit détail. Voilà, donc voilà l'exemple d'une application dite low-code. Okay, évidemment,
vous avez remarqué qu'on peut arriver au pixel près de ce qu'on veut arriver. Hein. Ça a été designé par un spécialiste UX, UX/UI, hein, donc User Experience et interface graphique, avec voilà. Donc, tout ce que vous consommez, vous connaissez aujourd'hui au niveau de la conception des applications, s'applique sans problème à ce genre d'appli. OK, voilà. Donc, ça, c'est une première démo. La deuxième démo qu'on va voir, c'est une démo qui montre là le studio de réalisation pour faire ce genre d'application-là. Alors, on a mis un logo La Poste, voilà, donc, mais ça, c'est vraiment un logo comme un autre. Hein, on pourrait mettre un autre logo qui est ici. Donc, à tout moment, on va par exemple changer ce logo-là. Je vais par exemple pouvoir mettre ce logo en dessous. Je le drague et je le mets juste en dessous là. Hop, et donc là, en temps réel, mon application va mettre mon logo sous l'image. Vous voyez, donc je peux concevoir mon application de cette manière-là. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est essentiellement, vous voyez, des blocs qu'on va pouvoir drag and dropper de la palette pour les rajouter dans l'arborescence qui est ici. Et en faisant ça, on construit notre page avec toutes les pages qui vont derrière. Dans le studio ici, à un certain moment, on a mis ici dans la page, on a simplement ici mis un petit élément qui s'appelle dans la grille, on a mis ici Use Vonage Video. Voilà. On a dragué le petit élément ici, Vonage Video, on l'a mis là et ça affiche la vidéo normalement. OK, donc ça c'est une autre démo, une démo qu'on voulait démontrer. Alors maintenant, donc ça c'est l'environnement dit low code. Maintenant, vous voyez que le studio qui est ici est quand même un studio complexe. C'est quand même fait pour des développeurs. Vous voyez, on ne peut pas imaginer qu'une personne qui n'ait aucune connaissance informatique puisse utiliser ce genre d'environnement que vous voyez ici sur mon écran. Il faut savoir un peu ce que c'est. Il y a des boutons partout. Enfin, c'est quand même un environnement complexe. À destination des métiers eux-mêmes, ce qu'ils veulent, c'est une vision beaucoup plus simple. Et donc là, eux vont plutôt s'intéresser à l'environnement no-code, donc qu'on voit ici. Et donc l'environnement no-code, alors il ne faut pas que je me trompe voilà, ça ressemble plutôt à ça. Alors imaginez que vous êtes là et que vous voulez créer une nouvelle application, donc on va la créer. On va donner un nom, donc démo 1, voilà, on va créer notre application. Et donc là, voilà à quoi on a le droit pour faire notre application. Donc notamment, on va ici donner un titre. Voici mon appli. Voilà, on va simplement centrer le titre. On va lui mettre une police de caractère un peu plus grande, 24, voilà. Et pourquoi pas, on va l'illustrer avec une image. Pour aller chercher, donc là j'ai quelques images sur mon disque, voilà, on va mettre une image comme ceci, voilà. Cette image-là, on va bien sûr la retailler parce qu'elle est un peu grande. On va ici la retailler à 200 pixels. Ça, c'est une façon de save. Voilà, donc j'ai mis un petit commentaire là-dessus, j'ai fait ma section. Et là, je vais rajouter par exemple des champs dans mon formulaire. Voilà, je donne ici tout simplement un champ et on va poser la question, votre nom par exemple. Votre nom. On va ici rajouter votre prénom, ou bien votre adresse, par exemple. Et par exemple, tiens, on va dire, par exemple, par les champs qui vont nous intéresser, on va mettre un champ votre pays. Voilà, donc tout simplement notre application. On va par exemple aussi mettre un petit fond d'écran derrière qui est un peu plus joli. On va choisir un fond d'écran comme celui-ci. Il y a un peu de bruit de fond, je ne sais pas si ça vient de… Voilà. Et voici à quoi ressemblera par exemple notre application sur un mobile, tout simplement. Ça ressemblera directement à ça, sans avoir codé une ligne de code, voilà, de cette manière-là. Là où on va commencer à devenir plus intéressant, c'est que cette application-là, qui a cette tête-là, on va vouloir la connecter à des données de notre système d'information, notamment ici, votre pays. J'ai une base de données de mon pays qui va, dans ma entreprise, qui va me donner la liste de tous les pays.
C'est donc là qu'on va changer comment dire, ce champ-là pour le mettre avec, par exemple, une sélection et plus un élément. On va dire ici qu'une sélection, je remets votre pays. Et ici, je vais simplement dire que ça vient d'une source de données qui serait ici la liste des pays. Voilà. En faisant ça, mon application, tout à coup, c'est exactement la même, sauf que là, j'ai bien sûr la liste des pays qui vient derrière. Il faut bien comprendre que cet exemple que j'ai ici, c'est une liste de pays que j'ai dans ma base de données entreprise, mais c'est là que vous pouvez imaginer que vous pouvez connecter ça à n'importe quelle source de données que vous avez dans l'entreprise. La liste des clients de votre ERP, la liste des employés, toute idée que vous avez dans votre entreprise, toute base de données, toute source de données que vous avez dans l'entreprise peut être connectée à un formulaire de cette manière-là, entièrement en low-code, en no-code, excusez-moi. Je n'ai pas développé une seule ligne de code ici, comme vous le voyez. Et donc ça nous permet donc de faire le meilleur des deux mondes, ça veut dire développer des formulaires et des applications rapidement par les métiers eux-mêmes, qui n'ont absolument aucune idée d'informatique, et pourtant connecter ces données, ces formulaires-là, au système d'information, grâce à la technologie Convertigo qui est derrière, qui justement, nous pouvons faire ce genre de choses-là. Okay, ça, c'est le genre de choses que typiquement des applications hors sol, des systèmes hors sol ne peuvent pas faire. Voilà un peu l'idée de la présentation qu'on voulait faire aujourd'hui. Désolé pour la vidéo, c'est comme ça que ça arrive parfois dans certaines présentations. Et donc là, on va faire la petite séance de questions-réponses. Voilà, j'attends vos questions. Alors, on en a déjà pas mal, donc on va les prendre dans l'ordre. Tu les vois, Quentin, toi, les questions aussi? Oui, donc il y a Bruno Catan qui nous dit bonjour, selon vous et d'après votre expérience, qui faut-il convaincre en premier dans les entreprises pour passer au low-code, no-code? Bonne question. Alors, je ne sais pas s'il faut les convaincre. Enfin, moi, je peux vous dire qui est déjà convaincu. Ça, c'est très simple. C'est les métiers, ils sont convaincus. Les métiers, ils sont convaincus. Voilà. Puisqu'en fait, c'est finalement eux qu'on sert. Moi, je dirais ça. Après, il peut y avoir des réticences. C'est vrai que vous aurez des réticences souvent, parfois par certains développeurs, je pense. Je pense que ça peut, nous, on l'a vu. Des développeurs qui croient, et je pense qu'ils ont tort, que leur métier est révolu. Non, je ne pense pas, franchement. En plus, je peux vous dire, bon, ça intéresse beaucoup les ESN, mais aussi certains grands comptes. Un développeur fonctionnel, quelqu'un qui fait de la valeur métier, est en général mieux payé qu'un développeur technique. Ça peut convaincre beaucoup un développeur, ça, ce problème pour augmenter il sera mieux payé, je pense, à ce niveau-là. Après, il y a une autre question sur de Bruno. Les développeurs ont-ils vraiment une appétence pour le low-code? Alors, aujourd'hui, non, c'est vrai. Aujourd'hui, non, ils n'ont pas d'appétence en tant que telle, sauf des développeurs qui ont compris quelle était leur valeur. Des développeurs qui, justement, ont compris que leur valeur et leur métier, c'est servir les métiers. Et qu'ils seraient d'ailleurs, entre parenthèses, mieux payés en faisant ça. Je ne sais pas moi, vous êtes développeur, indépendant. Vous dites, moi, pour faire ce travail-là, j'ai besoin de moins de temps que mon concurrent qui est à côté. Et je suis plus efficace, je délivre plus. Voilà, dans ce cas-là, j'augmente mes prix, hein, et je gagne mieux ma vie. Donc, je pense qu'ils ont tort, les développeurs, de ne pas avoir d'appétence encore. Mais bon, il est vrai qu'on est au début de ce genre de choses. Voilà. Il y a une autre question. Quel est le coût d'une V1 avec un outil type Convertigo par rapport à du code from scratch, j'imagine? Quel risque de partir sur Convertigo pour les évolutions? Ça, c'est une question intéressante. Le coût, on l'a déjà dit, et je vais vous donner un petit exemple de là. On réduit une plateforme low-code, en général, va réduire entre 5 et 10 fois le coût d'un projet, quoi, à peu près. Alors, attention, hein, je dis une bêtise, excusez-moi. Le coût technique de réalisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le coût d'un projet, ce n'est pas que de la réalisation. Je crois que, Quentin, tu es bien placé pour le savoir. Oui, c'est ce qu'on a évoqué au début, c'est que l'idée de Convertigo et des plateformes low-code, no-code, c'est
C'est réduire le temps de réalisation pour bénéficier aussi à la meilleure compréhension des besoins, comme on a évoqué par rapport à notre retour d'expérience. Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, avec tous les processus autour de l'UX, autour des méthodologies type agile, on a commencé à avoir ce type de démarche, mais on peut aujourd'hui aller encore plus loin, sachant qu'on est aussi dans une époque aussi où les budgets sont contraints. Donc ça, c'est la réponse. Il y avait une deuxième question en fait dans la même. Est-ce qu'il y a un risque de partir sur Convertigo pour les évolutions? Ah, ben ça, c'est la grande question. On en a parlé tout à l'heure des problèmes de non standard. Voilà. Alors, effectivement, se lier avec une plateforme low-code, eh ben, on se lie avec la plateforme. C'est vrai qu'on part sur une plateforme. Qu'est-ce qui se passe pour les évolutions? Et ça, c'est quelque chose qui a toujours angoissé l'ensemble de l'informatique depuis que c'est créé. Si je pars sur une techno, si je pars sur quelque chose, qu'est-ce qui arrive dans l'avenir? Alors moi, j'ai deux réponses à ça. Elles sont justes ou pas justes, c'est à vous de juger. La première que je dirais, c'est que ce qu'il faut, c'est déjà connaître le cycle de vie d'une application. Une application, ça vit combien de temps en général dans une entreprise alors, je ne parle pas d'un ERP, ça vit longtemps. Mais une application digitale, ça vit combien de temps dans une entreprise? Je ne sais pas, 5 ans, 10 ans peut-être? C'est très différent suivant les entreprises, mais on voit de tout. On voit de tout. On peut voir de tout. Donc, c'est une première chose. La deuxième question, c'est si je me lie avec une plateforme, qu'est-ce qui devient de cette plateforme-là? Et quelle garantie que j'ai que cette plateforme va exister dans les 10 ans qui viennent? Aucune. Aucune garantie. Aucune garantie. Même si je prends ma plateforme chez Microsoft ou chez Amazon, même. Eux peuvent décider à n'importe quel moment d'abandonner. Je me rappelle d'une certaine firme bleue qui avait fait un système d'exploitation où beaucoup d'entreprises avaient investi sur ce système d'exploitation sur PC, qui du jour au lendemain a décidé qu'il ne ferait plus ce système d'exploitation. Ça s'appelait OS2 à l'époque. Ça, c'est aucune garantie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que prendre une technologie ouverte et open source, ça, c'est une garantie. Parce que, en fait, la garantie est que, quel que soit l'avenir de l'éditeur d'origine de cette plateforme-là, l'avenir du produit n'est pas lié à l'éditeur. Et on a vu beaucoup d'exemples de plateformes open source qui ont suivi une vie différente de celle de l'éditeur d'origine. Et nous pensons que la façon de résoudre justement ce problème-là, c'est bien l'open source. Et c'est ce qui fait une grosse différence par rapport à d'autres plateformes. Les Américains appellent ça le vendor lock-in. Justement, l'open source réduit le vendor lock-in. Je ne dis pas qu'il élimine, mais il le réduit beaucoup. Okay, voilà. Nous attendons d'autres questions, si vous en avez. Alors, c'est une question sur la capacité donc, des technologies low-code à monter en puissance. Ça veut dire, en gros, est-ce que je peux, grâce à des technologies-là, servir des milliers d'utilisateurs? Ça, c'est une question qui arrive très souvent parce qu'on peut croire que ces applications-là sont limitées. Alors, la réponse est oui. Encore une fois, ça dépend des plateformes. Certaines grosses plateformes cloud, genre Amazon et compagnie, bien sûr, on ne se pose pas de questions s'ils peuvent le faire, puisque en fait, ces gens-là ont montré depuis très longtemps qu'ils pouvaient développer des choses de ce type-là. Le gros problème de ces plateformes-là, c'est que c'est leurs données, c'est eux qui les gèrent, c'est les données cloud. Alors, je sais que dans certains cas, on s'en fiche que les données soient chez Biden.com aujourd'hui ou autre part. Bon. Dans d'autres cas, c'est juste pas possible. Il y a des clients, enfin, nous avons des clients par exemple dans le militaire, vous voyez, c'est juste pas possible. Donc on ne met pas les données chez Amazon. Ou bien de clients dans la banque ou des choses comme ça. Donc ça, c'est pas possible. Donc parfois, on a bien envie que les données soient gérées quand même en interne dans l'entreprise. Et ça, c'est fait par la vision on-premise de l'application. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre les applications directement sur les systèmes de l'entreprise, gérés par des data centers de l'entreprise. Et donc, des plateformes telles que Convertigo sont tout à fait intégrables dans l'entreprise, même si, bien sûr, elles sont 100% cloud, mais elles sont aussi, bien sûr, dans l'entreprise. Et quand on les met dans l'entreprise, elles utilisent des technologies modernes
donc notamment basé sur des containers et Kubernetes, hein, donc la capacité de monter en puissance pour servir des milliers et des milliers d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Des clients chez nous, notamment une entreprise célèbre en France de transport ferroviaire qui s'occupe de beaucoup de voyageurs, utilise bien sûr les technologies Convertigo sur l'ensemble de son réseau pour la maintenance notamment des trucs. Donc imaginez le nombre d'utilisateurs qu'il peut y avoir derrière. Et donc ça, c'est bien sûr un point important sur la scalabilité. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça a l'air de se tarir. Oui, elle a une question sur la sécurité. Et ça, c'est un point important. Donc, il y a toujours ce problème-là de sécurité. Alors, justement, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand on fait une application de Scratch, sans technologie, sans plateforme, tous ces aspects sécurité, il faut les gérer, en fait. Il faut les faire. Il faut et puis après, surtout, il faut tester, il faut vérifier tout ça. Le fait d'utiliser une plateforme fait en sorte que la plateforme elle-même déjà gère l'ensemble des problèmes de sécurité technique. Pas fonctionnels, bien sûr, mais techniques. Par exemple, je sais pas moi, le fait, par exemple, d'accéder à la plateforme avec un protocole comment dire, sécurisé, qui est comme ici, un petit cadenas. Donc ça, toute la gestion, par exemple, de SSL, ça s'est fait automatiquement. On a parlé tout à l'heure de l'authentification. Donc ici, on l'a dit, par exemple, le logout, on va pouvoir se connecter. Donc là, je vais, par exemple, continuer avec Google, continuer avec Microsoft, ou ici, par exemple, intégrer avec le login with Active Directory, comme ici. Ça, c'est encore une fois des choses qui vont être automatiquement intégrées dans l'application. Donc, tous ces aspects sécurité, c'est encore du travail en moins. En fait, c'est déjà géré par la plateforme. Après, c'est la sécurité des données, où est-ce qu'elles sont stockées. On en a parlé entre le cloud et pas le cloud. Donc, bien sûr, et toutes les politiques, donc bien sûr, de sauvegarde et tout de suite. Mais là, on est plutôt dans l'exploit. Okay, mais au moins, cette mécanique-là de sécurité est globale à la plateforme et c'est ça qu'on a à faire en moins quand on gère un projet et qu'on développe. OK, donc il n'y a pas d'autres questions. On va pouvoir clôturer, je pense. Alors, je dois dire qu'on a eu pas mal de participants, plus que dans le précédent webinaire. Donc, ça veut dire que ça devient vraiment intéressant de voir ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez vous-même été, c'est la première fois que vous entendez parler de technologie low-code, no-code, voilà, ou bien si vous défrichez le sujet. Mais sachez que, encore une fois, la technologie, c'est une chose, le produit, c'est une chose, la méthode, l'accompagnement, moi je dirais, je sais pas, tout ce qu'on fait en design sprint, hein, par exemple, c'est très important, bien sûr. Hein, tout ce qu'on fait pour bien comprendre le besoin d'un utilisateur. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui veut peut-être, d'un point de vue oral, poser une question aussi. Je suis en train de Alors, il y a quelqu'un permettre aux gens de pouvoir parler. Ouais. Alors, avec plaisir. Donc, je ne sais pas, je vois monsieur Catan qui s'est. Alors, je vais peut-être défaire votre micro. Alors, je ne sais pas si je peux le faire, moi. Non, il ne veut pas me le faire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si on peut. On n'a pas d'autres questions. Oui, allô? Ah oui. Oui. Oui, je vous écoute. Ah, c'est disparu. Ça a raccroché. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à cela. On est arrivé donc, au timing prévu. Merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous sur d'autres questions ou d'autres choses. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.